Mon frère a couché avec ma copine, il l'a mise enceinte et mes parents ont pris son parti. Maintenant, ils m'ont supplié, mais je leur ai réservé une fin à laquelle ils ne s'attendaient pas. Moi, un gars de 29 ans, j'ai toujours pensé que ma famille était plutôt normale. Pas parfaite, bien sûr, mais franchement, quelle famille l'est vraiment? Mon père, 61 ans, bossait comme directeur d'agence bancaire. Il gagnait bien sa vie et n'arrêtait pas de se vanter de ses promotions à chaque repas de famille. C'était le genre de mec qui porte une cravate au barbecue du week-end et qui fait en sorte que tout le monde sache à quel point il est important dans sa boîte. Sa manière de parler d'argent te faisait vite comprendre qu'il évaluait les gens selon ce qu'ils pourraient rapporter. Je me souviens de lui en train de scruter mes potes du lycée, leur demandant ce que faisaient leurs parents et dans quelle université ils envisageaient d'aller. Ma mère, 58 ans, était institutrice en primaire. Elle arrivait à être super gentille avec les enfants des autres, mais avec moi à la maison, c'était l'enfer. Toujours volontaire pour les événements de l'association de parents d'élèves, à faire des cookies pour toute l'école, mais dès qu'elle rentrait, elle me criait dessus si mon lit n'était pas nickel ou si j'avais laissé un verre dans l'évier. Sa phrase préférée, c'était « Pourquoi tu peux pas être plus comme ton frère ?» Et, spoiler, ce genre de truc, à force, ça te détruit mentalement. Et puis, il y avait mon petit frère Ryan, 26 ans, l'enfant roi. Ryan ne faisait jamais rien de mal aux yeux de mes parents. Il était nul en sport, mais ils allaient à tous ses matchs en l'acclamant comme s'il était une star. Quand il loupait au baseball, c'était à cause du lanceur. Quand il faisait une bourde au foot, c'était la faute du coach qui ne savait pas utiliser son potentiel. Il avait des notes moyennes, et il le félicitait pour ses efforts et pour avoir des intérêts variés, soi-disant. Pendant ce temps, moi je me tuais à la tâche pour avoir que des A, et eux, ils me demandaient pourquoi j'avais pas eu les points bonus ou pourquoi j'étais pas dans plus de clubs pour améliorer mon dossier de candidature. J'ai jamais été le préféré, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était flagrant, jusqu'au jour où j'ai été accepté dans une fac assez compétitive avec une bourse partielle. Ryan, lui, venait de rater 2 matières et était en probation académique au lycée. Ce qui aurait dû être un dîner pour fêter mon admission à l'université s'est transformé en une soirée où mes parents passaient leur temps à consoler Ryan en disant que le système éducatif ne reconnaissait pas toutes les formes d'intelligence, et ils lui ont promis de lui payer un prof particulier. Ma lettre d'acceptation est restée affichée sur le frigo pendant exactement 2 jours avant de disparaître mystérieusement. Le certificat de participation de Ryan pour son équipe junior de baseball, lui, est resté accroché pendant 3 ans. J'ai rejoint l'armée juste après le lycée, pas parce que j'étais particulièrement patriote, mais parce que je devais absolument m'éloigner de ma famille. Je ne supportais plus d'être le fantôme de la maison, celui dont les réussites étaient accueillies par un simple hochement de tête, alors que la médiocrité de Ryan était célébrée avec des fêtes. Et puis, la fac coûtait cher, et malgré le boulot bien payé de mon père, ils avaient clairement dit que l'aide financière serait donnée selon les besoins, ce qui voulait dire, bizarrement, que Ryan avait toujours plus besoin que moi. J'ai passé 4 ans comme infirmier de combat, avec 2 déploiements en Afghanistan. C'était les années les plus dures de ma vie, mais en même temps les plus claires. La guerre, ça te met les idées en place, tu sais qui est avec toi, qui ne l'est pas, ce que tu dois faire, et à quoi ressemble le succès. Pas de manipulation, pas d'attente floue, pas de frère préféré. Juste toi, ta formation et les gars qui comptent sur toi. Je suis revenu avec un genou foutu et des histoires que je ne raconte pas en soirée. Le genou, c'était à cause d'un atterrissage foiré pendant une évacuation médicale sous les tirs. Rien d'héroïque, juste de la malchance et un terrain merdique. Les histoires, eh bien, certaines choses qu'on voit en tant qu'infirmier de combat te restent à vie. Elles changent ta façon de voir les petits tracas du quotidien. T'as du mal à t'énerver pour un mec qui te coupe la route quand t'as déjà maintenu les entrailles d'un gamin de 19 ans en place en attendant un hélico d'évacuation. Mes parents ont à peine reconnu mon service. Mon père a même sorti une blague comme quoi je mettais juste des pansements pendant que Ryan, lui, construisait un vrai futur en bossant comme coach sportif dans une salle du coin. Et ça, de la part d'un mec qui n'avait jamais mis les pieds plus loin que Cleveland pour une conférence pro. Ma mère, elle, changeait carrément de sujet dès que je parlais de l'armée, comme si mes 4 années de service, c'était une phase gênante, comme quand Ryan s'était teint les cheveux en bleu pendant 3 semaines en seconde. Quand je suis rentré, ma grand-mère m'avait laissé un fonds fiduciaire d'environ 140 000 $. Elle est morte pendant ma 2e mission, et j'avais même pas pu rentrer pour l'enterrement, j'étais paumé au fin fond de l'Afghanistan. Mamie avait toujours vu clair dans le jeu de mes parents. C'était la seule à vraiment me voir. Elle venait à mes remises de prix quand mes parents étaient trop occupés pour ça, préférant aller voir l'entraînement de baseball de Ryan. Elle me glissait des billets de 20 pour que je puisse m'acheter des bouquins, et elle me disait à quel point elle était fière de moi. Le fonds était uniquement pour moi,
avec des instructions très claires, il devait m'aider à me construire une vie et une carrière comme je l'entendais. C'était pas une somme qui change la vie, mais c'était suffisant pour faire un apport sur une petite maison, et peut-être lancer un business un jour. Avec mes aides de vétérans, je me suis inscrit en école de commerce, avec l'idée d'ouvrir une salle de sport pour les anciens militaires. Un lieu pour les gars qui reviennent avec des blessures bien pires que la mienne, ceux qui luttent avec le stress post-traumatique, des membres en moins, des traumatismes crâniens. Des blessures qui font passer mon genou pour une égratignure. Et c'est là que j'ai rencontré Mia. Une nana à part. Cheveux bruns, yeux verts, brillante comme pas deux. Elle étudiait la kinésithérapie et on s'est croisés pendant qu'elle faisait son stage à l'hôpital des anciens combattants, lors d'un de mes examens de contrôle. Elle avait cette façon d'expliquer les trucs médicaux compliqués en toute simplicité, sans jamais te faire sentir idiot. Et ses mains, douces mais assurées, quand elle me montrait les exercices pour mon genou. Je faisais exprès de mal faire les mouvements juste pour qu'elle me corrige à nouveau. On s'est tout de suite bien entendu, on a commencé à sortir ensemble et au bout de 8 mois, on a emménagé ensemble. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire quelque chose de vrai, quelque chose qui m'appartenait. Mia ne me comparait à personne, elle m'écoutait quand je parlais de l'armée, ne changeait pas de sujet et n'avait pas cette expression gênée que mes parents affichaient toujours. Elle posait des questions intelligentes, voulait connaître les bons moments comme les plus durs. Je l'ai même présentée à ma famille, chose que je faisais rarement avec les filles que je fréquentais. Mes parents avaient l'air de bien l'aimer, même si maman ne pouvait pas s'empêcher de lâcher ces petites remarques passives-agressives dont elle a le secret. « Oh, tu es kinésithérapeute ? C'est bien. Tu sais, la copine de Ryan termine ses études de médecine. » Ce qui était complètement faux. Elle bossait à mi-temps comme réceptionniste dans un cabinet de dermatologie, et avait vaguement parlé de peut-être s'inscrire en école d'infirmière un jour. Ryan, ce connard, était toujours trop amical avec Mia. Trop amical, en y repensant. Au dîner de famille, il réussissait toujours à s'asseoir à côté d'elle, trouvait des excuses pour lui toucher le bras en parlant, racontait des anecdotes sur ses clients à la salle de sport qui l'aidaient à se remettre de blessures, histoire de rediriger la conversation vers la kiné. Je croyais juste qu'il essayait d'impressionner ma copine, de se la jouer mec bien. J'avais raison sur le côté frime, mais pour le reste, j'étais complètement à côté de la plaque. Quand Mia et moi avons emménagé ensemble, Ryan s'est mis bizarrement à vouloir traîner chez nous. Il passait à l'improviste, toujours quand je lui avais dit que j'avais cours tard ou que je faisais des heures sup à la salle où je bossais. Il débarquait avec des bières ou des plats à emporter, prétendant qu'il voulait juste voir comment on s'installait ou qu'il était dans le coin. Au début, j'étais presque reconnaissant. Je me disais qu'il faisait un effort pour être un meilleur frère, pour m'accompagner dans cette nouvelle étape de ma vie. Reconnaissant, putain, j'étais tellement naïf. Je prévoyais de demander Mia en mariage. J'avais déjà la bague. Rien de luxueux, mais c'était ce que je pouvais me permettre après avoir vidé mon compte pour l'apport d'une petite maison qu'on convoitait. Une maison modeste, 3 chambres, dans un quartier correct, mais qui serait à nous. Un endroit pour construire une vie ensemble, peut-être fonder une famille. Je bossais comme manager dans une salle de sport locale tout en terminant mon diplôme en commerce, et tout commençait enfin à se mettre en place. Et puis, ce mardi-là, mon dernier client a annulé, donc j'ai quitté le boulot plus tôt et j'ai décidé de faire une surprise à Mia. J'ai pris un plat à emporter de ce resto thaï qu'elle adorait, et une bouteille de vin, en me disant qu'on passerait une bonne soirée tranquille. Peut-être que je lui ferais même ma demande si le moment s'y prêtait. J'avais la bague dans la poche, un petit saphir à la place du diamant, parce qu'elle m'avait dit un jour qu'elle adorait cette couleur. En arrivant sur le parking de notre résidence, j'ai remarqué le 4x4 de mesuré de Ryan, celui que mes parents l'avaient aidé à acheter pendant que moi j'esquivais les balles à l'autre bout du monde. Impossible de le louper avec sa peinture personnalisée débile et ses pneus géants totalement inutiles pour rouler en banlieue. Pendant une seconde, je me suis dit qu'il passait juste déposer un truc. Mia et moi parlions justement d'organiser un dîner de famille ce week-end-là. Peut-être qu'il était utile pour une fois dans sa putain de vie. En montant les escaliers menant à notre appart au 2e étage, je l'ai entendu, le rire de Mia. Puis la voix de Ryan, basse, disant quelque chose que je n'ai pas compris. Ensuite, le silence. Il y a ce moment juste avant que ta vie ne s'effondre, où ton cerveau essaie de te protéger. Il invente tout un tas d'explications innocentes, des réalités alternatives dans lesquelles ce que tu vas découvrir n'est pas en train de se produire. Peut-être qu'il regarde un film. Peut-être qu'il prépare une surprise pour toi. Peut-être que tu te fais des idées. Ton cerveau est prêt à tout pour ne pas avoir à encaisser ce que, au fond, tu sais déjà. J'ai ouvert la porte aussi discrètement que possible. Le sac de bouffe me semblait lourd dans la main.
Je me souviens avoir trouvé ce détail tellement absurde, de me focaliser sur le poids d'un pad thai pendant que ma vie allait exploser. Je suis entré, et je les ai surpris sur notre canapé. Le canapé pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois. Ils ne m'ont même pas remarqué au début. C'était comme assister à un accident au ralenti. Sauf que la voiture, c'était ma relation, et le crash, c'était mon frère en train de baiser ma copine. Je ne me souviens pas d'avoir lâché la bouffe. Je ne me rappelle pas les mots exacts que j'ai hurlés. Mais je me souviens très bien du visage de Ryan, pas choqué, juste agacé d'avoir été interrompu. Et Mia qui s'est empressée de se couvrir, les larmes aux yeux. Pas des larmes de honte, j'ai compris plus tard, mais des larmes d'avoir été prises sur le fait. La seule chose que j'ai réussi à dire, c'était « Depuis combien de temps ?» « Calme-toi » m'a dit Ryan, comme si je venais de le surprendre en train de me piquer des restes dans le frigo, pas en train de baiser la femme que j'aimais. Il a eu le culot de paraître irrité, comme si j'exagérais. 8 mois, a murmuré Mia. 8 putains de mois. Presque toute notre relation. Pendant que je planifiais notre avenir, que j'achetais des meubles, que je visitais des maisons, que je choisissais une bague de fiançailles, il se foutait de moi dans mon dos. Chaque fois que Ryan passait quand je n'étais pas là. Chaque fois que le téléphone de Mia vibrait et qu'elle souriait en lisant un message. Chaque fois qu'elle était trop fatiguée ou pas d'humeur. Tout a soudain pris un sens aussi affreux que limpide. J'ai craqué. J'ai attrapé Ryan à la gorge et je l'ai plaqué contre le mur. Peut-être qu'il était l'athlète aux yeux de mes parents, mais 4 années d'entraînement militaire et à porter des soldats blessés à travers les montagnes m'avaient rendu plus fort que lui ne le serait jamais. J'aurais pu le tuer sur le coup. Une part de moi en avait envie. Envie de sentir sa trachée s'écraser sous mes doigts. Envie de voir disparaître son air suffisant en même temps que l'oxygène. Mais à la place, je leur ai juste dit de foutre le camp, tous les deux, maintenant. Pas demain, pas dans 1 heure. Maintenant. Mia a tenté de s'expliquer, en pleurs, disant que c'était arrivé comme ça, qu'elle était perdue, qu'elle m'aimait mais qu'elle avait développé des sentiments pour Ryan. Qu'elle ne savait pas comment me le dire. Qu'elle ne voulait pas me blesser. L'ironie totale. Ryan n'a pas dit grand-chose, il a juste ramassé ses fringues et s'est barré. Pas d'excuses, pas d'explications, rien. Il a remonté sa braguette et il est sorti, comme si ce n'était qu'un petit contretemps dans sa journée. La dernière chose qu'il a dite, c'était « Je t'appelle plus tard » à elle. Pas à moi. Comme s'ils avaient des choses à discuter, des stratégies pour gérer les conséquences d'avoir été surpris. Et probablement qu'ils en avaient. J'ai passé cette nuit-là à détruire tout ce qui, dans l'appart, me rappelait l'un ou l'autre. Un voisin a appelé les flics à cause du bruit. 2 agents sont arrivés, ont jeté un œil à l'état de l'endroit, à mes mains en sang, et l'un d'eux m'a demandé si j'étais vétéran. Quand j'ai répondu oui, l'un d'eux, un type plus âgé qui m'a dit avoir fait un tour en Irak, a simplement hoché la tête. Il ne m'a pas verbalisé. Il m'a juste tendu une carte de la ligne d'urgence de la VA et m'a conseillé d'aller chercher de l'aide avant de faire une connerie que je regretterais. Un mec bien. J'ai encore sa carte quelque part. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma mère. Pas pour savoir si j'allais bien. Pas pour s'excuser d'avoir élevé un fils aussi traître. Non. Elle m'a appelé pour me dire que je devais me calmer et rester raisonnable. Ryan et Mia sont très bouleversés par ta réaction, qu'elle m'a sortie. Comme si c'était moi le problème. Comme si c'était moi le méchant dans cette histoire pourrie. J'arrivais pas à y croire. Tu es sérieuse, là? Il a baisé ma copine pendant 8 mois, dans mon appartement, dans mon dos, et c'est moi qui dois me calmer? Ce sont des choses qui arrivent, Jason. Les adultes les gèrent avec maturité. Ryan dit que ce n'était pas prévu. Qu'ils ont développé des sentiments l'un pour l'autre. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. J'avais envie de vomir. Amour? Tu appelles ça de l'amour? Ils ont couché ensemble pendant des mois, dans mon lit, sur mon canapé, et tu parles d'amour? C'est pas de l'amour, c'est de la trahison. Eh bien, ils sont ensemble maintenant, et tu vas devoir l'accepter. On est toujours une famille, et j'attends de toi que tu restes poli au dîner de dimanche. J'ai éclaté de rire, tellement fort que j'ai fini par tousser. Tu t'attends à ce que je m'assoie à table avec eux? Tu as perdu la tête? Ne me parle pas sur ce ton, jeune homme. Ton père et moi t'avons mieux élevé que ça. Visiblement, vous avez pas aussi bien élevé Ryan, ai-je répliqué. Elle a poussé un petit cri, comme si je venais de la gifler. Ryan a toujours été sensible, tu le sais. Il se sent très mal de t'avoir blessé, mais il ne peut rien faire contre ses sentiments.
Mia compte beaucoup pour lui. C'est là que j'ai compris. Il n'était pas juste en train de pardonner à Ryan. Il cautionnait ce qu'il avait fait. Dans leur esprit tordu, le bonheur de Ryan comptait plus que ma douleur, plus que la décence humaine la plus basique. Et ce que moi je ressens, ai-je demandé, d'une voix étrangement calme à ce moment-là. Le fait que j'allais lui demander sa main? Que je pensais qu'elle était la bonne? Il y a eu un silence. Tu allais la demander en mariage? Oh chérie. C'est peut-être mieux comme ça. Avant que tu ne t'engages dans quelque chose que tu aurais regretté. Mia n'était clairement pas la bonne si elle a pu développer des sentiments pour Ryan aussi facilement. Les acrobaties mentales étaient dignes des Jeux Olympiques. Dans sa logique tordue, le fait que Mia ait trompé avec Ryan ne disait rien sur eux, mais tout sur moi, pour avoir choisi la mauvaise copine. Ne viens pas dîner, a-t-elle continué. Pas avec cette attitude. Quand tu seras prêt à agir en adulte, on t'accueillera à nouveau. J'ai raccroché et je l'ai bloqué. Les jours suivants sont devenus flous, noyés de rage et de trahison. J'ai reçu des textos de mon père, disant que j'étais en train de déchirer la famille avec mes réactions excessives. Ryan, ce culot incarné, m'a écrit qu'il espérait qu'on pourrait toujours être frères, parce que la famille, c'est pour la vie. Mia m'a envoyé un email de 4 pages pour me dire à quel point elle était désolée, à quel point les émotions peuvent être compliquées, et qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. J'ai tout supprimé sans même finir de lire. J'ai quitté l'appartement ce week-end-là. Je ne pouvais plus rester dans cet endroit qu'ils avaient souillé. Chaque fois que je regardais le canapé, je les voyais. Chaque fois que je rentrais dans la chambre, je me demandais s'ils l'avaient fait là aussi. J'ai rompu le bail, perdu la caution, et trouvé un petit studio miteux de l'autre côté de la ville. Je me suis plongé dans le travail et les études, essayant d'étouffer la douleur par l'épuisement. Des amis de l'armée ont pris de mes nouvelles. Certains m'ont proposé d'aller parler à Ryan, ce qui était leur manière de dire qu'ils étaient prêts à lui casser la gueule. J'ai apprécié leur loyauté, mais j'ai décliné. La violence ne changerait rien. Et puis, je gardais toute ma rage pour quelque chose de mieux qu'une satisfaction temporaire. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un mail de ma banque. Le fonds fiduciaire que ma grand-mère m'avait laissé, celui qui était en compte conjoint avec mes parents jusqu'à mes 30 ans, avait été vidé. Les 140 000 $ envolés. J'ai appelé la banque, paniqué, et on m'a dit que mon père, en tant que co-administrateur, avait retiré les fonds. C'était légal. Le trust comportait une clause permettant à un co-administrateur d'accéder à l'argent en cas d'urgence familiale ou d'investissement important. C'était censé être une sécurité, au cas où j'aurais eu des problèmes avant mes 30 ans. Au lieu de ça, c'était devenu une faille parfaite pour que mon père me vole. J'ai pris ma voiture et je suis allé chez mes parents ce soir-là, l'adrénaline et la rage bouillonnant dans mes veines. En arrivant, j'ai vu la Jeep de Ryan dans l'allée, garée à côté d'un nouveau Honda CR-V que je ne reconnaissais pas. La lumière du Porsche était allumée, et je voyais du mouvement à travers les fenêtres du salon. Il faisait une sorte de réception. Évidemment. La vie continuait pour eux, pendant qu'ils réduisaient la mienne en cendres. J'ai martelé la porte jusqu'à ce que mon père l'ouvre, l'air agacé plutôt que coupable. Il portait encore ses fringues de boulot, cravate desserrée mais toujours là. Toujours à soigner les apparences. Où est mon fric? Ai-je hurlé en le poussant pour entrer dans la maison. Baisse d'un ton, a-t-il soufflé. On a des invités. Dans le salon, il y avait ma mère, Ryan, Mia, et un couple plus âgé que je ne connaissais pas, mais que j'ai deviné être les parents de Mia. Ils buvaient du champagne et regardaient ce qui ressemblait à des annonces immobilières étalées sur la table basse. Une célébration. Pendant que moi je vivais dans un studio pourri, dormant sur un matelas gonflable, parce que j'avais laissé derrière moi presque tous mes meubles. Eux, ils faisaient la fête. C'est quoi ce bordel? Ai-je demandé en désignant leur petite réunion cosy. Le langage, a craqué ma mère, comme si c'était ça, le vrai problème dans la pièce. Toujours obsédé par les apparences, jamais par ce qui est juste. Jason, a dit mon père en prenant son ton d'autorité. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour ton cinéma. Mon cinéma? Tu m'as volé 140 000 $, l'argent que mamie m'avait laissé, et c'est moi qui dramatise. J'ai balayé la pièce du regard. Tout le monde ici est au courant de ce qui se passe. Les parents de Mia savent qu'elle me trompait avec mon frère depuis 8 mois. Ils savent que vous utilisez mon héritage pour financer ce petit nid d'amour pour les 2 tourtereaux. Les parents de Mia semblaient mal à l'aise, mais Ryan a simplement passé son bras autour d'elle, et elle n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Elle portait une petite bague en diamant à la main gauche, une bague qui, clairement, n'était pas là il y a 3 semaines. On n'a rien volé,
a dit mon père, d'une voix glaciale. Cet argent était dans un fonds que je gérais aussi. J'ai pris une décision exécutive pour le réallouer à un investissement familial. Un investissement familial, ai-je répété. Quel investissement? Ça suffit, a lâché mon père, le visage rougi. Je ne tolérerai pas ce genre de langage et de comportement dans ma maison. La décision a été prise. L'argent est utilisé à bon escient pour l'avenir de cette famille. Ma mère a souri, ce faux sourire qu'elle utilise aux réunions de parents d'élèves, celui qui n'atteint jamais ses yeux. Ryan et Mia vont se marier, n'est-ce pas merveilleux? Et ils ont trouvé la maison idéale pour commencer leur vie ensemble. Ton père et moi les aidons pour l'apport, c'est notre cadeau de mariage. J'ai regardé les papiers sur la table basse. C'était bien un contrat pour une maison. Une maison à 400 000 $ dans un quartier chic de la ville. Et là, sur la page de financement, un apport de 120 000 $. Ils avaient pris mon héritage pour acheter une maison à mon frère infidèle et à mon ex. Pas n'importe quelle maison. Une maison plus belle que celle que j'aurais jamais pu m'offrir. Une maison qui aurait dû être mon avenir, mon nouveau départ. Vous vous foutez de moi, ai-je dit, d'une voix terriblement calme, malgré l'ouragan qui faisait rage à l'intérieur de moi. Ce calme dangereux était revenu, celui qui t'envahit quand tu es tellement en colère que tu bascules dans une forme de rage froide et calculée. Ryan a enfin ouvert la bouche. Écoute, Jess, je sais que c'est gênant. Gênant, l'ai-je coupé. Tu baises ma copine, tu me voles mon héritage et tu trouves ça gênant? J'ai regardé Mia. Et toi? Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Tu vas vraiment vivre dans une maison achetée avec de l'argent qui m'était destiné? De l'argent qui venait de ma grand-mère, qui ne t'a même jamais rencontré? Comment tu fais pour dormir la nuit? Personne n'a rien volé, a répété mon père. Cet argent a toujours été là pour aider nos deux fils à démarrer dans la vie. Ryan et Mia vont fonder une famille. Une famille, ai-je dit en regardant Mia. T'es enceinte? Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. 3 mois. Le calcul n'était pas compliqué. Elle me trompait avec Ryan depuis 8 mois. Et elle était enceinte de 3 mois. Il y avait de fortes chances pour qu'elle couchait avec nous deux quand elle est tombée enceinte. Rien que d'y penser, j'en avais la nausée. Et c'est même sûr que c'est de lui, ai-je demandé, les mots sortis avant même que je puisse les retenir. La gifle est arrivée sans prévenir. Ma mère. Le visage tordu par la rage. Comment oses-tu? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Ryan et Mia s'aiment, ils vont avoir un bébé et ils ont besoin d'un foyer stable. Qu'est-ce que tu allais faire avec cet argent, toi? Le gaspiller dans une salle de sport pour soldats cassés? J'ai touché ma joue là où elle m'avait giflé, étrangement calme. Cette claque a tout cristallisé pour moi. Les années de favoritisme, les réussites constamment ignorées, le manque total de respect pour mon service, pour mes sacrifices, pour mon existence même. Vous savez quoi? Vous vous méritez. Tous autant que vous êtes. J'en ai fini. Jason? A commencé mon père, d'un ton autoritaire. Tu n'es pas raisonnable. Je ne suis pas raisonnable? Vous m'avez volé mon héritage pour acheter une maison au frère qui a baisé ma copine dans mon dos. Dis-moi, papa, quelle partie de ça est raisonnable? On est une famille, a-t-il dit, comme si ça expliquait tout. Une famille, ça reste soudé. Une famille se soutient dans les moments difficiles. Une vraie famille ne fait pas ce que vous avez fait, ai-je rétorqué. Une vraie famille, non. J'ai tourné les talons pour partir, mais Ryan m'a attrapé le bras. Frérot, allez, fais pas ça. C'est pas comme si toi et Mia étiez mariés ou un truc du genre. J'ai regardé sa main sur mon bras. Puis son visage. Ce visage suffisant, celui qui avait toujours eu tout ce qu'il voulait. L'enfant chéri. Le préféré. Celui qui ne faisait jamais rien de mal, même quand il faisait les pires saloperies. Touche-moi encore, ai-je murmuré, et je te pète chaque doigt que tu utilises pour gagner ta vie. Il a lâché prise et reculé. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de peur dans ses yeux. Bien. Qu'il ait peur. Qu'il se demande jusqu'à quel point j'avais changé pendant ces années en Afghanistan. De quoi j'étais capable désormais. Tu n'es plus le bienvenu ici tant que tu n'es pas capable d'être civilisé, m'a crié ma mère alors que je sortais. Tant que tu n'es pas capable d'être heureux pour ton frère. Je me suis retourné au seuil de la porte. Alors j'imagine que je ne reviendrai jamais. Le lendemain de cette confrontation, j'ai abandonné mes cours, rompu mon bail, et je me suis réengagé. Pas le choix le plus sain sur le plan émotionnel, mais j'avais besoin de m'éloigner de cette ville, au plus loin possible.
J'ai repris mes études dans un autre état. J'ai terminé ma licence de commerce, puis obtenu un master en gestion de la santé. Et c'est là que j'ai rencontré un mec en cours, Marcus, qui avait la même idée que moi, créer un centre de bien-être spécialisé pour les vétérans. Il avait été officier en logistique. Moi, j'avais l'expérience en affaires qu'il n'avait pas, et lui, il avait les connexions médicales et militaires dont j'avais besoin. En plus, c'était un mec noir qui avait grandi dans des foyers d'accueil et qui connaissait lui aussi la déception familiale. Il a compris, quand je lui ai raconté mon histoire. Pas de jugement, juste de la compréhension. On a ouvert notre premier centre 2 ans après mon diplôme, une salle de sport, un cabinet de kinésithérapie et un centre de soutien psychologique, tout en un, conçu spécialement pour les vétérans qui réintègrent la vie civile. On a recruté des équipes qui connaissaient la culture militaire, qui n'allaient pas tiquer à une blague noire ou bloquer si quelqu'un faisait une crise de stress post-traumatique. On a gardé les prix bas en fonctionnant comme une association à but non lucratif et en obtenant des subventions pour les vétérans qui n'avaient pas les moyens de payer les soins. Ça a décollé bien plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. En 3 ans, on avait 4 établissements dans l'État, et on envisageait une expansion à l'échelle nationale. Il y avait un besoin énorme d'un lieu où les vétérans pouvaient venir sans avoir à se justifier, sans devoir atténuer leur récit ni prétendre qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils avaient vu. Un lieu conçu par des gens qui comprenaient. J'ai rencontré Sarah lors d'un gala pour la prévention du suicide chez les vétérans. Elle était psychologue spécialisée dans les traumatismes, experte en PTSD. Brillante, compatissante et magnifique, sans l'égoïsme de Mia. Son père avait été vétéran du Vietnam, traumatisé à vie, ce qui l'avait inspiré à choisir ce métier. Elle comprenait l'état d'esprit militaire, sans l'idéaliser ni en avoir peur. On a pris notre temps. On avait tous les deux des bagages à gérer, mais après 1 an, j'ai su que c'était elle. On a emménagé ensemble, et je l'ai demandé en mariage 6 mois plus tard. Pas de drame, pas de chaos. Juste 2 personnes qui se respectaient, qui s'aimaient, et qui construisaient une vie ensemble. La demande a été simple, on faisait une randonnée, on est arrivé à un point de vue surplombant la ville, et je lui ai dit que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être, avec exactement la personne qu'il me fallait. Je me suis mis à genoux, j'ai sorti une bague. Saphir, pas diamant, parce qu'elle m'avait dit un jour qu'elle adorait cette couleur. Elle a pleuré et dit oui. Moi aussi, j'ai pleuré, ce qui nous a tous les deux surpris. On a acheté une maison ensemble. Rien d'extravagant, mais confortable. 3 chambres, un joli jardin, assez d'espace pour évoluer. Je l'ai payé avec l'argent que j'avais gagné, pas volé. Chaque mensualité du prêt me rappelait que j'avais bâti cette vie à partir de rien, selon mes propres termes, sans aucune aide de ceux qui auraient dû me soutenir. J'y étais arrivé. J'avais construit ma vie de zéro, entouré de gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais leur apporter. J'avais trouvé un but, la réussite, l'amour. Tout ce que ma famille avait essayé de m'arracher. Je n'ai jamais pris de nouvelles. Je n'ai jamais regardé les réseaux sociaux de Ryan ou Mia. Je ne suis jamais passé devant la maison qu'ils avaient achetée avec mon avenir volé. Pour moi, il n'existait plus. Je n'avais plus de famille, sauf celle que je construisais moi-même. Sarah, nos amis, les vétérans qu'on aidait chaque jour. Jusqu'au jour où mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Et j'ai entendu la voix de ma mère. Pour la première fois depuis 5 ans. Jason ? Jason, s'il te plaît, ne raccroche pas, sa voix semblait plus vieille, plus rauque que dans mes souvenirs. J'aurais dû raccrocher tout de suite, mais la curiosité m'a retenu. Et, je l'admets, une certaine satisfaction de savoir que c'était elle qui appelait, pas l'inverse. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé, d'un ton neutre. Ça fait tellement de bien d'entendre ta voix. Tu nous as manqué. Arrête ton cirque, maman. Qu'est-ce que tu veux? Elle a soupiré, abandonnant son ton mielleux. On a besoin de ton aide. La famille a des problèmes. Je n'ai pas de famille, ai-je répondu froidement. Écoute, s'il te plaît. Les choses ont été compliquées. Ton père a perdu son emploi il y a 3 ans. La banque a réduit ses effectifs et, à son âge, il n'a pas retrouvé de poste. On vit de sa pension, mais ce n'est pas suffisant. Ça ressemble à un problème personnel. Jason, je t'en supplie. Ryan et Mia aussi sont en difficulté. La maison. Elle s'est interrompue, réalisant sans doute que parler de la maison achetée avec mon argent n'était pas la meilleure stratégie. La maison que vous leur avez offerte avec mon fonds fiduciaire, ai-je complété. Quoi? Ils n'avaient pas prévu les impôts fonciers dans leur budget? C'est plus compliqué que ça. Ryan s'est blessé.
Il ne peut plus travailler comme coach sportif. Il s'est déchiré la coiffe des rotateurs, a dû se faire opérer. Et il est devenu dépendant aux antidouleurs. Il est passé 2 fois par la case désintox. J'ai failli éclater de rire devant l'ironie. L'enfant doré. Le sportif. Écarté par une blessure. Pendant que le vétéran abîmé bâtissait une entreprise florissante. Ils ont 3 enfants maintenant, a-t-elle continué. Et Mia a dû arrêter de travailler pour s'occuper d'eux. Et de Ryan. Ils sont en retard sur leur prêt immobilier. Et ça me concerne comment, exactement, ai-je demandé tout en continuant à taper un email. Ton père et moi les aidons autant qu'on peut, mais on est à bout nous aussi. Les frais médicaux, la désintox, c'est un cauchemar. Et maintenant, la banque menace de saisir la maison. J'ai ri. Impossible de me retenir. Attends, laisse-moi deviner. Vous voulez que j'aide les gens qui m'ont trahi, volé, et foutu dehors? Pourquoi je ferais ça? Parce qu'on est de la même famille, dit-elle, comme si ça voulait encore dire quelque chose après ce qu'il m'avait fait. Parce que malgré tout, on reste ta famille. La famille, ai-je répété. Tu sais, j'ai appris pas mal de choses sur la famille ces 5 dernières années. Une vraie famille te soutient. Une vraie famille te respecte. Une vraie famille ne vole pas ton héritage pour l'offrir à ton frère qui a couché avec ta copine. On a fait des erreurs, a-t-elle reconnu, la voix brisée un instant. J'ai presque ressenti quelque chose. Une infime étincelle du fils qui, autrefois, cherchait désespérément l'approbation de sa mère. Je l'ai écrasé aussitôt. Des erreurs terribles. Mais on était désespérés, Jason. On pourrait tout perdre. Comme moi j'ai tout perdu, ai-je répondu. Ma copine, mon héritage, le soutien de ma famille. Ce genre de tout perdre? Elle s'est mise à pleurer alors. Des sanglots bruyants, théâtraux. Autrefois, peut-être que ça m'aurait touché. La banque va saisir leur maison. Ils vont venir s'installer chez nous. Mais on n'arrive déjà pas à payer nos propres factures. Et la santé de ton père n'est pas bonne. Il a fait un petit infarctus l'an dernier. Et notre assurance ne couvre pas tous ses médicaments. On est en train de couler. Et qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Ai-je demandé. On a lu des articles sur ton entreprise, dit-elle. Les centres de bien-être pour les vétérans. Tu as réussi. On est tellement fiers de ce que tu as accompli. Non, les jeux coupés. Ne fais pas semblant d'avoir contribué à ma réussite. Vous avez activement essayé de m'en empêcher. Vous avez pris l'argent qui devait m'aider à démarrer ma vie et vous l'avez donné à Ryan. Tu n'as pas le droit d'être fier de moi maintenant que j'ai réussi malgré vous, et pas grâce à vous. Tu as raison. Tu as totalement raison. On s'est trompé. Et on en paie le prix chaque jour depuis ton départ. S'il te plaît, Jason. Si ce n'est pas pour nous, alors fais-le pour tes neveux et nièces. Ils sont innocents dans tout ça. J'ai marqué un temps. C'est vrai que les enfants n'y étaient pour rien. Tout comme moi je n'y étais pour rien quand mes parents prenaient toujours le parti de Ryan et me faisaient me sentir comme une merde. Mais ce n'était pas ma responsabilité. Leurs parents avaient fait leur choix. Voici ce qui va se passer, ai-je dit enfin. Je vais raccrocher. Tu ne vas plus jamais me rappeler. Vous avez fait votre choix il y a 5 ans, et maintenant vous vivez avec les conséquences. C'est comme ça que la vie fonctionne. Jason, s'il te plaît. Au revoir, maman. J'ai raccroché, la main légèrement tremblante. Ce soir-là, Sarah m'a trouvé sur le balcon de notre maison. Tout va bien, m'a-t-elle demandé en m'enlaçant par derrière. Sa présence m'a tout de suite calmé, ancré dans la réalité de la vie qu'on avait construite ensemble. Ma mère a appelé, lui ai-je dit. Ils ont des problèmes d'argent. Ils veulent que je les sauve. Sarah connaissait toute l'histoire. Je lui avais tout raconté dès le début de notre relation. Je voulais qu'il n'y ait aucun secret entre nous. Elle ne m'a jamais jugé pour avoir coupé les ponts avec eux. Elle ne m'a jamais poussé à faire la paix pour la famille. Et tu penses quoi, m'a-t-elle demandé. Que le karma est une saloperie, ai-je répondu. Et que je ne leur dois rien. Elle a hoché la tête sans chercher à discuter. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Ce soir-là, j'ai reçu un message du numéro de Ryan, maman m'a dit qu'elle t'a appelé. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre. Mais s'il te plaît, si ce n'est pas pour moi, fais-le pour mes enfants. Ils ne méritent pas de souffrir à cause de mes erreurs. Je t'en supplie, frère. Frère. Le mot sonnait creux maintenant.
vidé de tout sens. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que je culpabilisais. Depuis longtemps, j'avais accepté d'avoir coupé les ponts avec cette famille toxique. Mais à cause de ces enfants. 3 gosses innocents, qui n'avaient rien demandé, nés de parents égoïstes et pourri gâtés. 3 enfants qui allaient apprendre à la dure que chaque action a ses conséquences. J'ai repensé au gamin que j'étais, toujours en train d'essayer de mériter l'amour que mon frère recevait gratuitement, à bosser 2 fois plus pour avoir la moitié de la reconnaissance. Je ne voulais pas que n'importe quel enfant vive ça. 2 semaines après l'appel de ma mère, j'ai reçu un email de mon père. Long, détaillé et pathétique. Un exposé complet de leur situation financière, les factures médicales, la saisie imminente de la maison de Ryan et Mia. En pièces jointes, des photos des enfants. 3 petits, 2 garçons et une fille, avec les yeux de ma grand-mère et le sourire de Ryan. Une tentative de culpabilisation magistrale. Je dois lui reconnaître ça. Le geste désespéré d'un homme qui n'avait plus d'option, mais qui ne pouvait toujours pas se résoudre à s'excuser réellement pour ce qu'ils avaient fait. Il parlait de famille, d'héritage, du sang plus fort que l'eau, et de combien il regrettait les « malentendus » du passé. Des malentendus comme le vol de 140 000 $. Comme s'il n'avait pas consciemment choisi Ryan à chaque tournant. Le mail se terminait par « On ne demande pas l'aumône, fiston. » Juste une chance de réparer les choses. De redevenir une famille. Les enfants demandent parfois après leur oncle Jason. Qu'est-ce qu'on est censé leur dire? Je l'ai lu une fois, puis supprimé, sans répondre. Le lendemain, nouveau message de Ryan. Mot pour mot le même que la dernière fois. Supprimé. Ensuite, c'est Mia qui a laissé un long message vocal en pleurs, disant à quel point elle était désolée, qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie, que les enfants étaient innocents et avaient besoin d'aide. Supprimé. Ma mère a appelé 17 fois la semaine suivante. Mon père a envoyé 3 emails de plus. Je les ai tous bloqués. Tu es sûr de ta décision, m'a demandé Sarah un soir, alors qu'on était assis sur notre terrasse, regardant le soleil se coucher. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive, mais je veux juste m'assurer que tu es en paix avec ça. J'y ai réfléchi une seconde. Tu sais ce que j'ai compris? Ils ne me contactent pas parce qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils me contactent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. S'ils allaient bien financièrement, je serais toujours mort pour eux. J'ai marqué une pause. Et les enfants, c'est pas ma responsabilité. Aussi dur que ça paraisse, Ryan et Mia ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. 6 mois plus tard, j'ai vu un article dans le journal local en ligne de ma ville natale. La maison, ma maison, celle achetée avec mon héritage volé, avait été saisie et vendue aux enchères. Mes parents avaient déposé le bilan. Ryan et Mia avaient déménagé dans un autre état pour aller vivre chez les parents de Mia. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni regret, ni culpabilité. Juste une certitude calme que justice avait enfin été rendue. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit à Sarah ce soir-là. Ils ont passé toute ma vie à me faire croire que je n'étais pas assez bien. Que j'avais besoin de plus qu'ils n'avaient besoin de moi. Et regarde maintenant comment les choses ont tourné. Elle a souri et m'a serré la main. La meilleure des vengeances, c'est de bien vivre. J'ai hoché la tête. Et de laisser le karma faire le reste. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante qu'on puisse donner. Parfois, partir, c'est l'acte le plus fort qu'on puisse faire. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis plus d'1 an. Et je ne m'attends pas à en avoir. Ce qui leur est arrivé après la saisie ne me concerne pas. J'ai bâti ma vie sans eux. Et ils devront rebâtir la leur sans moi. C'est comme ça que ma famille a appris que le karma, ce n'est pas juste une garce. C'est une garce patiente. Avec une mémoire d'éléphant. Et parfois, elle t'arrache tout ce que tu croyais mériter.